Donc, à partir de 2010-2011, on a des déclarations politiques qui commencent à prendre un peu à parler de cette question des maires. Et donc, le ministre de l'Éducation à l'époque, qui est UMP, qui est Châtel, Luc Châtel, va d'abord soutenir une directrice qui a exclu une mère, je ne sais plus dans quelle école, et va ensuite émettre cette circulaire de rentrée qui s'appelle la circulaire Châtel. Il va la publier ou la diffuser, je ne sais pas comment on dit, en mars 2012 et elle sera applicable à partir de la rentrée 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment le nombre de maires va se multiplier à ce moment-là, mais un an plus tard, quand on aura la charte de la laïcité de Vincent Peillon, le nouveau ministre qui est parti socialiste, on va avoir encore un pic, alors que la charte de la laïcité ne dit rien, hein, elle rappelle juste des lois très générales sur la neutralité et la laïcité, mais en tout cas, apparemment, les chefs d'établissement vont l'utiliser pour appliquer la circulaire Châtel plus fortement. À partir de 2011, quand toutes les discussions politiques qui ont précédé la circulaire Châtel où Châtel est sur le point d'émettre sa circulaire, on va avoir une organisation qui va se mettre en place, qui est la première de ce genre, qui s'appelle Maman Toutes Égales. On va avoir des gens, notamment du collectif des féministes pour l'égalité et tout un tas d'autres personnes, plusieurs mères discriminées, notamment de Montreuil, mais d'ailleurs, qui vont se réunir ensemble pour discuter un petit peu de ce problème des mères exclues des sorties, commencer à préparer la riposte avant qu'il y ait une circulaire. Donc la circulaire arrive juste après, qui se réunissent pour la première fois, enfin peu de temps après. Et depuis, Maman Toutes Égales se bat sur ce terrain-là. Maman Toutes Égales se consacre entièrement à vraiment l'abrogation de la circulaire Châtel. Bon, on dit ça, c'est pas ce qui est le terme juridique, le retrait de l'article, blabla. Mais donc, c'est vraiment son cœur de cible, et c'est pour ça que Maman Toutes Égales un peu attire, alors que le CCIF qui s'en occupe, hein, on travaille avec le CCIF beaucoup, mais le CCIF qui s'occupe des aspects juridiques surtout, s'occupe de choses beaucoup plus larges. Maman Toutes Égales, c'est vraiment clairement ça. On fait partie du collectif Toi plus moi plus ma maman, qui s'est créé l'année dernière, donc en novembre 2013, à Méru, dans l'Oise. Donc Méru, c'est une ville de 17 000 habitants. La première exclusion qu'on a connue, nous, sur Méru, c'était une maman qui a été exclue alors qu'on l'avait sollicitée pour un goûter de Noël. Donc, on lui avait demandé de venir participer au goûter de Noël. Elle a accepté et finalement la directrice a refusé en lui disant qu'avec son voile, elle ne pouvait pas participer aux festivités. Dans la même semaine, une autre maman a été exclue pour une sortie scolaire, le cinéma de Noël, qui était organisé par la ville et offert par la ville. Donc à ce moment-là, on a fait intervenir le maire. On s'est retrouvé avec, sur 10 écoles, toutes les mamans exclues du jour au lendemain. Donc on a contacté un premier collectif, mais ça ne nous a pas aidé beaucoup. On a contacté ensuite le CCIF et MTE. Non, d'abord MTE et ensuite le CCIF. Et de là, les choses ont commencé à évoluer. Donc on nous a conseillé de faire des courriers au directeur d'académie. Donc on a fait une cinquantaine de premiers courriers au directeur d'académie. Sauf qu'on s'est aperçu que le monsieur n'avait pas lu les lettres parce qu'il y avait des voilés, des non-voilés, il y avait des musulmanes, des non-musulmanes qui avaient écrit, et elles avaient droit à toute la même réponse, vous n'avez pas le droit d'accompagner. Donc on a organisé une réunion le 26 janvier sur Méru. On a fait venir Ndella, Lila Charef, et de là, on a adressé à toute la communauté, à tout le monde. On avait fait venir le père Jérôme, on avait fait venir la mosquée, on avait fait venir tous les parents, et on avait dit voilà, on en est là aujourd'hui, on est des mamans, on veut avoir nos droits de maman. Et en sortant de cette fameuse réunion, on s'est retrouvé avec 12 dossiers, prêts à aller en justice. Donc c'était pour nous une grosse victoire. Donc, quand l'académie a entendu qu'on allait porter l'affaire en justice, là on a eu droit, bon ok, vous pouvez accompagner, mais on accepte le semi-voile. Donc le semi-voile, c'est un voile attaché en arrière, éventuellement un voile avec des couleurs qui ne soit pas représentatif en fait de l'islam. Nous on a refusé, on a dit qu'on n'était pas des semi-mamans, on était des mamans à part entière, donc on n'a pas voulu. Eux considéraient que le voile long, donc avec la longue jupe, était dangereux. Il disait Gelba non, c'était voile long. Voile long, ouais, ça s'appelle ça. Donc il disait dangereux. Donc quand on a demandé une explication, alors on m'a dit, mais tu t'imagines un enfant qui se sauve, la maman, comment elle va faire pour courir? Oui, c'est ce qu'elle me dit aussi. Et au moment où on allait partir à la sortie,
Donc je préparais les enfants et tout ça, il y a la directrice qui m'interpelle devant devant les classes, devant les parents, devant les équipes pédagogiques, devant mon fils, et qui me dit: Madame, vous accompagnez avec lui? Je lui dis: oui, bien sûr. Elle m'a dit: mais vous savez que c'est interdit. Et donc du coup, j'étais obligée de faire demi-tour, rentrer chez moi. Et à la dernière minute, j'oublierai cette image de mon fils qui avait fait sa toute petite première rentrée scolaire avec les larmes aux yeux, qui ne comprenait pas pourquoi j'ai fait demi-tour. Je ne veux pas qu'il ait une mauvaise image de l'école, je ne veux pas qu'il ait cette haine, je ne veux pas qu'il se sente différent des autres enfants. La maîtresse de mon fils me dit carrément et clairement: pourquoi vous ne mettez pas votre fils dans une école coranique, tout simplement. Je lui dis déjà... de communautarisme après. Oui, exactement. Voilà. Et je lui dis: excusez-moi, mais moi je ne veux pas de communautarisme. J'ai grandi dans ces écoles-là et je veux absolument que mes enfants grandissent avec tout le monde. Mais on ne trouve rien d'autre à faire à l'école maternelle où des tout petits enfants, je veux dire de 3 ans, 5 ans, ils se construisent, ils découvrent l'école et puis on les discrimine, on les marginalise, on jette leur mère. 75%, c'est-à-dire 75% des personnes qui se disaient être discriminées signalaient par ailleurs qu'elles ne faisaient aucune démarche après avoir été discriminées. Et ça a été interpellant pour nous. Comment se fait-il qu'elles ne fassent aucune démarche? Est-ce qu'elles n'ont pas confiance dans la police, dans le centre pour lequel elles chantent, dans le MRAP, je sais que ça se peut être un moment, les tribunaux, etc. Est-ce que c'est parce qu'elles pensent que leur procédure n'aboutira pas? Est-ce qu'elles ont le sentiment que ce sont que les institutions chargées de les défendre, finalement, ça vient un petit peu de leur posture, finalement, qu'il y a un calcage dans le monde privé de ce qu'on appelle l'islamophobie institutionnalisée, etc. Donc tout cela, on s'est rendu compte que finalement, est-ce qu'il y avait un recours, une culture déficitaire du recours judiciaire, etc. etc. On s'est posé des questions. Je ne vais pas faire un état des lieux de l'islamophobie en Belgique, mais quand même vous dire deux, trois chiffres par rapport à ça. Muslim Rights Belgium, qui est une association dont je ne fais pas partie, mais dont il faut saluer vraiment le travail, qui a été créée en 2012, qui est une organisation qui rassemble des associations musulmanes pluralistes, des individus, et qui ont un objectif commun qui est de lutter contre les discriminations, contre l'islamophobie, et pour le respect de la dignité humaine. Alors, chaque année, il publie un rapport, et donc le rapport de 2013 met en lumière que 713 signalements ont été effectués, d'accord ? Et donc, sur base de ces rapports sont ensuite diffusés en masse et peuvent servir de base aux décideurs politiques, à la société civile. Ils sont mis à leur disposition. Ce sont des rapports qui analysent le profil des personnes discriminées, quelles sont les actions que ces personnes discriminées peuvent mettre sur pied. Alors, 713 signalements, ça veut dire que l'islamophobie n'est pas un fait marginal, mais plutôt un fait qui inquiète quand même aussi les Belges de confession musulmane et la société civile aussi. Alors, parmi les 713 signalements, 71% sont des femmes qui disent clairement qu'elles sont évidemment discriminées dans 2 champs principaux, l'enseignement et l'emploi. Donc en parallèle, pourquoi pas proposer des programmes que toutes les associations qui luttent contre les discriminations et contre l'islamophobie se lancent dans ces programmes-là, et pourquoi pas qu'on essaie de proposer ça au sein des écoles privées ou publiques. Voilà. J'ai eu même la naïveté une fois de dire que cette loi ne pourra pas passer. C'est impossible qu'elle passe cette loi à moins de changer la Constitution. Je vous assure que c'est les propos que j'ai tenus. Mais alors là, je me rends compte maintenant avec le recul que j'ai été très très naïf, mais alors là, d'une naïveté que j'ai honte maintenant d'avoir tenu ces propos-là du haut de la chaire en face de tout mon public. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je pensais que vraiment que c'était impossible d'interdire un vêtement tant ça relève des libertés fondamentales. Pour comprendre l'actualité, il faut parfois remonter au XVIIe siècle. C'est carrément l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. C'est carrément l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, à savoir qu'on interdit un vêtement et on lui trouve une explication. On lui trouve une explication. Hein, votre vêtement, c'est un vêtement culturel. S'il était religieux, on l'accepterait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc votre vêtement, il est religieux. S'il était culturel, on l'accepterait. Votre jupe, elle est longue. Si elle était culturelle, si elle était à la mode, si elle était tendance, etc., on l'accepterait. Mais on pense qu'il y a l'aspect religieux derrière, donc on s'attaque. Ça commence par le local. En fait, le combat, en réalité, il est multiple.
il est aussi bien au local, il est aussi bien à l'intérieur même de la communauté musulmane. Il faut déjà faire ce travail-là d'explication, d'éducation, d'apprendre aussi l'histoire. Moi aujourd'hui, mon problème premier, quand je vais face à l'administration, on ne verra pas en tant que musulman, on verra comme noir d'abord. Et c'est ça, moi, comme on voit comme message, c'est noir d'abord. Tu ne peux pas être musulman. Moi je me rappelle, je me suis toujours rappelé de cette prof qui un jour, on faisait le ramadan à l'école, la prof permettait aux musulmans qui faisaient le ramadan d'aller couper à un moment donné, et que quand moi je me suis levé, je me suis dit, tu vas où? Avant d'être représenté aux yeux des autres, qui ne nous aiment pas ouvertement, qui on est pour nous-mêmes. Et ça passe clairement, parce que moi, avant d'être même, je dis éducateur, mais en réalité, c'est plus profond. Je parle à moi-même. Moi-même, je me considère comme un enfant de la rue. Pas de la rue dans le sens je suis un gangster ou quoi que ce soit, mais au sens du terroir, au sens du peuple, au sens du je suis né en France, à 6 ans, 7 ans, on me revoyait déjà. T'es pas pareil, t'es pas ceci. Ça, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, moi qui fais un travail personnel, je me rends compte que déjà avant d'être représenté aux autres, de Hortefeux, de Valls, oui, Michel Goumi, vous représente. D'accord, mais moi je suis qui pour moi? Nous on est qui pour nous-mêmes? Et ça passe par quelque chose, un travail que je salue, pour pas être trop dans la fougue, parce qu'il y a quand même un travail qui est fait, il faut reconnaître. Je sais plus, j'arrive jamais à retenir le prénom, mais sur l'ouvrage, sur le fait de se réapproprier Malcolm X, le fait de se le réapproprier. Et par extension, voilà, comment? Sadri. Voilà, parfait, Sadri. Voilà, un travail qui se réapproprie vraiment, parce que au lieu d'écouter la crime, ceci, cela, moi quand je travaille auprès des jeunes, bon je suis jeune, mais je veux dire, lorsqu'on voit en banlieue les jeunes, leur référence c'est la crime, c'est ceci, c'est le rap, et il n'y a aucune connaissance d'où ils viennent eux-mêmes. Donc tous les leaders, ils connaissent ni donc tous les leaders, Malcolm X, Amilcar Cabral. Donc très important, avant d'essayer d'être représenté aux yeux de Valls et des gens qui passent là sur BFM, etc., qui vont disparaître bientôt comme tous, nous il faut commencer à se reconquérir soi-même. Et si je pose la question à chacun d'entre nous là, qu'est-ce qu'on fait pour se reconquérir soi-même? On parle d'islam, d'islamophobie. Quel travail on fait pour vraiment connaître l'islam? D'où on vient? Si on parle de leaders, de personnes qui ont libéré, qui ont acquis des droits, etc. Quel travail on fait? Qui a lu vraiment, on s'intéresse à la cause vraiment des libertés. Qui a vraiment fait le travail d'étudier tous les grands leaders? Et ça donne quoi? Le représentant, ça donne quoi? Des jeunes qui font quoi maintenant? Qui écoutent de la crime et essaye d'acheter une grosse voiture. Le livre que tu as évoqué, c'est celui-ci, Malcolm X, Stratège de la dignité noire de Sadri Chiari. Et il y a aussi le livre de Saïd Bouhamad, qui va dans ton sens, Figure de la révolution africaine, qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions La Découverte. Quel est l'enjeu de l'islamophobie aujourd'hui? Quel est le problème? C'est que dans les nationaux, il y aurait moyen d'en exclure encore là. Donc on va identifier quelque chose qui est l'islam et stigmatiser ce qu'on croit être l'islam pour essayer de, alors pas les priver de leurs droits en droit, encore que, allez savoir, qu'est-ce qui peut se passer demain. Je vous rappelle qu'on a déjà, la nationalité a déjà été en partie retirée, le droit du sol n'était pas le même il y a 30 ans qu'il l'est aujourd'hui. Il y a eu des changements dans la loi pour restreindre le droit du sol. Donc imaginez une loi demain qui invente d'autres règles pour la nationalité française et qui, tiens, comme par hasard, exclurait des citoyens avec des signes religieux. J'en sais rien. Je ne dis pas que c'est fait, mais pourquoi pas? Donc la question des droits politiques, elle se pose avec, bien sûr, l'accès au droit de vote pour ceux qui ne sont pas français, elle se pose pour l'utilisation du droit de vote pour ceux qui ont encore ce droit de vote et qui doivent garder ce droit de vote, mais c'est aussi le droit à l'éligibilité. Et ça m'a rappelé une réaction que tu avais eue, Laurent, en 2004, où tu ironisais sur l'islamo-gauchisme et le judéo-bolchevisme, en faisant remarquer qu'à l'époque, dans les années 20, les judéo-bolcheviques, effectivement, il y avait des juifs à la tête des organisations de gauche de l'époque, alors qu'il y a 10 ans et toujours aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des musulmans à la tête des organisations de gauche. Quand Laurent, tu dis que il y a très peu de personnes issues d'immigration postcoloniale dans les partis de la gauche blanche et que du coup l'enjeu ce serait de se juste qu'il y a très peu de personnes issues d'immigration postcoloniale, c'est que l'extrême gauche les a fait partir. C'est que c'est pas juste qu'il s'est trouvé que bon ben
les choses ont été faites de telles que, ah ben mince, juste des blancs se sont retrouvés dans ces partis. C'est qu'il y a quand même eu, mais de manière assez systématique, une exclusion et un départ organisé. Enfin, l'extrême gauche a fait en sorte que tout un tas de personnes qui avaient pu y être sont parties. C'est assez clair dans l'exemple qui avait été assez médiatisé au NPA, mais c'était quand même très clairement ça. À un moment où il pouvait y avoir ces personnes issues d'immigration postcoloniale au NPA, à un certain moment sont parties parce que l'affaire Ilan Moussaïd et parce que juste le racisme dans ces organisations fait partir les gens. On parle de la question d'Algérie et des positions néocoloniales, de la paix plutôt que la résistance. Je suis désolée, mais cet été, sur la question des attaques sur Gaza et en Palestine, la gauche blanche, il y a toute une partie qui nous a refait le sketch de parler de la paix plutôt que de parler de la résistance. Donc, je pense que, même si peut-être abstraitement, dans l'extrême gauche, cette question d'auto-organisation a pu être une question importante, je pense, et tu prends l'exemple des femmes, je pense que c'est pareil, ça n'a pas pu arriver dans l'extrême gauche, ça n'a pu arriver dans l'extrême gauche que parce que en dehors, ou en tout cas en périphérie, et peut-être avec un pied dedans, un pied dehors, il y a eu un rapport de force qui s'est constitué, mais là on va pas pouvoir faire l'économie de ce rapport de force à l'extérieur. L'USHCT, c'est quand même le seul outil vraiment utile pour dégrossir des situations, voire interpeller, voire sanctionner des personnes qui sont porteurs de discrimination ou d'islamophobie. Et ça, c'est utilisé dans la discrimination syndicale, c'est utilisé. Alors, quand les syndicats disent on ne sait pas faire, ben ils prennent le même truc discrimination syndicale et ils mettent discrimination par rapport à l'origine ou par rapport à la religion. C'est les mêmes outils, ou alors à l'égalité homme-femme. Le camarade a défendu les bagagistes. Dans le ménage, les syndicats ont bougé. À Renault, ils ont beaucoup bougé. En l'occurrence, sur les discriminations, quand il y a eu le licenciement il y a 4 ans qui est en cours d'un frère qui faisait la prière dans son bureau. Ils ont voulu le licencier. Il y a eu un frère qui a été fait, tu vois. Donc c'est pas, il ne faut pas dire tac. Après, malheureusement, il y a des structures, comme tu as dit, la SNCF, il y a eu un rapport du CHSCT, ça n'a pas été suivi par. Il n'y a rien eu d'appel. Il n'y a rien eu. Entièrement d'accord. Mais beaucoup de cas, beaucoup de structures, moi, Sony, on a eu des batailles sur discrimination, négrophobie en l'occurrence. On s'est battu, on a gagné. Le monde syndical n'est pas aujourd'hui un endroit qui prend en charge de façon naturelle ni la lutte antiraciste, ni la lutte sur la question de l'islamophobie. Mais on est là, y compris pour travailler avec tout le monde, pour essayer de changer les choses là-dessus. Donc, moi, ce que je voulais dire, alors d'abord, je pense que la réflexion là, qui a été faite sur la proposition, je ne sais pas comment, je regarde comment je l'ai noté, comment elle était formulée, dire construire un rapport sur l'islamophobie dans le monde du travail, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant. Les syndicats, ils ont aussi un pouvoir de représentation, il y a les prud'hommes, etc. Je pense que la question de l'investissement des personnes pour leur propre compte, je veux dire, dans ces structures-là, dans ces instances-là, d'être candidat aux élections, etc. Je veux dire, tout ça, c'est des choses qui sont incontournables si on veut changer le monde du travail. S'il n'y a pas de pression extérieure, c'est pas simplement de l'intérieur que ça va changer. Donc, le fait qu'il y ait un organe extérieur à un moment donné qui aide, quand il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en compte par les syndicats ou par les délégués du personnel, etc., c'est aussi des moyens de recours qui sont importants. Hein. Donc, tu citais tout à l'heure le CCIF, le CRI. Bon, sur un autre plan, il était cité ce matin la commission islam et laïcité, etc. Je pense qu'il peut y avoir des moyens de recours et on peut aider aussi par des biais extérieurs.